Salut à tous. Aujourd'hui, dans MapIRL, on va parler de l'Europe. Bon, l'Europe, ça a des frontières floues, c'est assez connu. Une définition géographique, c'est de prendre la montagne et le fleuve Oural et le Caucase, inclus ou exclus, ainsi que la mer Noire. Et c'est à peu près les frontières qu'a choisi l'UEFA. Sur le plan politique, nous avons d'un côté l'Union Européenne et les États totalement enclavés dedans, et de l'autre la communauté des États indépendants, qui sont des États historiquement alliés à la Russie, même après la chute de l'URSS. L'Ukraine et la Géorgie en font historiquement partie, mais ils sont en retrait de l'organisation suite à quelques petites divergences de point de vue. Dans notre étude, nous allons utiliser les frontières EU-CEI, et fixer les limites extérieures à la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine et la Moldavie, et y exclure la Turquie au sud. C'est d'ailleurs le découpage qu'a choisi le jeu League of Legends en créant la Ligue européenne, la Ligue CEI et la Ligue turque. Le souci pour l'éditeur de LoL, c'est lorsqu'il fallait créer des ligues nationales, une sorte de second niveau en dessous de la ligue franchisée. On ne peut pas créer une ligue par pays car on a une cinquantaine de pays en Europe et ça coûterait donc très cher, et pas sûr qu'on puisse trouver 5 joueurs décents dans un pays aussi petit que le Liechtenstein. Il fallait donc faire des regroupements. Regroupements qui se sont faits sur la base du volontariat de manière un peu anarchique. La Grèce par exemple était dans 2 ligues différentes. Rapidement, la Nordic League était créée, réunissant les pays scandinaves ainsi que la Finlande. Et un peu plus tard, une ligue balkanique fut créée. Et ces deux régions ont eu des succès assez intéressants et probablement de bien meilleurs résultats que si on les avait fragmentés. Quand on superpose les cartes de critères comme la langue, qui est de loin le critère le plus important, la religion, la maîtrise de l'anglais, la politique, la culture, la famille, la natalité, l'économie, on pourrait obtenir 8 groupes de taille à peu près équivalentes. Il y en a d'abord 3 qui ne feront pas débat. L'Europe germanophone, 95 millions d'habitants. Cette première catégorie réunit les pays qui parlent allemand. L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse alémanique et le Liechtenstein. L'Europe italophone avec 55 millions d'habitants, réunissant les pays qui parlent l'italien comme l'Italie, la Suisse italophone, les petits pays orbitant autour tels que Saint-Marin et Malte. L'Europe anglophone avec 65 millions d'habitants, regroupant les pays dont les citoyens ont pour langue maternelle l'anglais, donc le Royaume-Uni et l'Irlande. Et nous arrivons au premier découpage qui va faire débat. L'Europe ibérique avec ses 50 millions d'habitants. Il faut savoir que l'Espagne n'est pas un pays homogène sur le plan linguistique. Il y a grosso modo dans le pays principalement plus de 4 langues bien distinctes. Le castillan, souvent appelé espagnol que l'on parle à Madrid, le catalan de Barcelone, le galicien et le basque. Et on trouve plus marginalement d'autres langues. Je vous ai dessiné un petit schéma représentant les 5 langues principales de la région. Donc on voit que le basque est un isolat, c'est-à-dire une langue totalement isolée et à part des autres. Et toutes les autres langues de l'Ibérie font partie des langues ibériques. Le catalan est toutefois un peu à part et fait partie des langues ibériques de l'Est et même parfois classé dans des langues gallo-romanes, comme le français. Toutes les autres langues, même celles les plus parlées marginalement, font partie des langues ibériques de l'Ouest et sont classées dans différentes branches. L'asturien est dans une branche à part, l'andalou est un dialecte du castillan, et le portugais et le galicien font partie de la même branche. L'argument l'espagnol et le portugais sont 2 langues trop différentes pour être dans la même sous-région ne tient pas, puisque le catalan l'est encore plus. Mieux, le galicien, pourtant espagnol, et le portugais sont 2 langues de la même sous-branche. Sur le plan politique, finalement, les Portugais se rendent de plus en plus compte des avantages qu'ils auraient à se fondre avec l'Espagne. Et malgré que la question ne soit pas vraiment à l'ordre du jour, certains sondages montrent que 68% des Portugais seraient prêts pour une union politique avec l'Espagne. Un parti politique a d'ailleurs récemment été créé dans ce sens. Côté espagnol, hormis grossir, un autre avantage qu'aurait une fusion, c'est que ça pourrait calmer les indépendantistes basques et catalans, puisque ni basques ni catalans ne peuvent nier qu'ils sont ibériques. Et faire un grand état fédéral pourrait permettre aux régions avec des indépendantistes d'obtenir pas mal d'autonomie, ce qui pourrait calmer le jeu. Le souci est que les Castillans semblent pas encore tout à fait à lâcher un peu leur domination sur la péninsule. Un exemple sur le football. Les Portugais n'arrivent pas à avoir suffisamment d'équipes compétitives et donc leur championnat manque de visibilité à l'international. Mais ils ont tout de même quelques gros poids lourds. Et on parle de plus en plus de créer une ligue ibérique,
ce qui permettrait aux grosses écuries portugaises d'affronter plus souvent leurs cousines espagnoles. Sur le plan historique, une fusion, ça s'est déjà vu. A l'époque de Christophe Colomb, par exemple, l'Ibérie était d'ailleurs unie. Bon, ça a fini par une révolution portugaise. Je vous mets quelques sources dans la description venant étayer mes propos. Passons à un autre regroupement qui là va un peu plus étonner. L'Europe nordique avec 50 millions d'habitants. Ce sont des pays parlant majoritairement un langage germanique et minoritairement des langages finnois et baltes. Les pays nordiques sont connus pour leur social-démocratie, leur libéralisme avancé et une certaine forme de progressisme très avancé, surtout au niveau de l'égalité homme-femme. Leur culture a été influencée majoritairement par le protestantisme, mais sont actuellement les pays d'Europe qui accordent le moins d'importance à la religion. Les pays baltes sont dans certaines classifications déjà incluses dans les pays nordiques. En effet, ils ont à leur indépendance pris les pays nordiques comme modèle et augmentent grandement leurs échanges avec ces pays. Par exemple, un grand nombre de travailleurs estoniens parlant une langue fénique, comme peut-être le finlandais, travaillent en Finlande, et il y en a tellement que les deux pays pensent même à construire un grand tunnel entre les capitales des deux pays. Je m'arrêterai un peu plus longuement sur l'ajout des Pays-Bas à la liste des pays nordiques. Ça paraît assez étonnant au premier abord, mais si on y réfléchit, les Pays-Bas ont à peu près les mêmes caractéristiques sur le plan politique. En fait, il y a tellement de points communs entre Nordiques et Pays-Bas qu'à mon avis, la seule raison pour laquelle on ne les inclut pas dedans, c'est qu'on s'est jamais vraiment posé la question de savoir si on pouvait le faire, car ils étaient géographiquement trop continentaux. Les Pays-Bas cochent donc les cases suivantes. Libéraux, check. Social-démocratie, check. L'égalité homme-femme, presque aussi avancée que la Suède, check. Langage germanique, check. Habitants parlant presque tous anglais, check. Historiquement plutôt protestante, check. Même si les cathos ont mieux résisté à la déchristianisation et sont maintenant majoritaires. Croyant peu en Dieu, check. Derrière les pays scandinaves, la France et la Tchéquie. Famille souche et nucléaire absolu, check. Blondeur, check. Oui, bon, bref, on s'en fout de ça. Bref, tout ça pour dire que j'ai du mal à trouver une différence culturelle frappante entre les Scandinaves et les Pays-Bas. Et je vous invite à participer à cette réflexion et à donner un maximum de différences dans les commentaires. Pour faciliter la création du groupe, un changement de nom pourrait éviter de froisser les Néerlandais. De plus, cela permettrait d'éviter de donner à la région un point cardinal que l'on pourrait taxer de finalement assez impersonnel. Notre découpage suivant est issu d'une vieille alliance plus que jamais d'actualité. L'Europe de Visegrad, avec 60 millions d'habitants. Elle regroupe les trois pays parlant le slave occidental, donc la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie, ainsi qu'un pays parlant une langue finno-ougrienne, la Hongrie. Ce sont des pays historiquement catholiques et qui partagent une histoire commune d'États satellites de l'URSS. Historiquement, le groupe de Visegrad prend ses sources dans l'alliance anti-Habsbourg de l'année 1335. Ce groupe fut recréé en 1991 pour mettre en place des coopérations entre les États et faciliter l'intégration à l'Union européenne. Le groupe aujourd'hui se serre les coudes sur la scène européenne sur plusieurs sujets, notamment sur l'immigration. La Hongrie étant linguistiquement éloignée de ces trois autres pays, on pourrait envisager de les mettre dans une autre catégorie, notamment avec les Balkans, ce qui nous amène à notre nouvelle catégorie. L'Europe balkanique avec 65 millions d'habitants. On retrouve principalement les pays d'ex-Yougoslavie ainsi que la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie et Chypre. Linguistiquement, il y a des Slaves méridionaux dont le serbo-croate est la langue la plus connue, des Hellénistes et des Albanais qui sont deux isolats et des Roumains qui ont une langue romane. Sur le plan religieux, on retrouve principalement des orthodoxes mais aussi des catholiques et des musulmans. C'est un peu la région fourre-tout qui n'a pas de grandes particularités autres que des ethnies qui sont plus ou moins obligées de cohabiter s'ils ne veulent pas être en guerre en permanence. Bref, l'Europe balkanique c'est une mosaïque de peuples et de religions dans lequel les frontières des États sont très compliquées à faire. Prenons l'exemple du Kosovo qui était une province de la Yougoslavie. Ils sont un peuple albanophone bien distinct des Serbes et à ce motif ils ont obtenu leur indépendance récemment. Le problème, c'est que la minorité serbe du nord du nouvel État souhaite maintenant son indépendance. Et si jamais ils l'obtiennent, peut-être qu'une autre région à l'intérieur de ce nouvel État du nord du Kosovo demandera son indépendance, etc., etc. Bref, à cause de la répartition ethnique dans cette région, tracer des frontières durables qui contentent tout le monde est chose impossible, ce qui condamne cette région à avoir des États multiculturels. Et d'ailleurs, les populations locales commencent à s'en rendre compte.
Et parfois on voit un brin de nostalgie souffler sur des territoires anciennement yougoslaves, avec par exemple le terme yougosphère qui émerge pour désigner des éléments culturels communs qu'ont ces peuples. Cette région correspond à peu près à la région balkanique dans League of Legends, avec la Hongrie en moins. Et les réussites de ces équipes qui ont beaucoup moins de moyens qu'à l'ouest sont assez intéressantes. Surtout que ces équipes sont souvent composées de joueurs de plusieurs états. Par exemple, les 2 finalistes du dernier championnat d'Europe avaient 2 Croates, 2 Serbes, un Grec et un Roumain. Et on voit que des équipes de la Ligue ont tendance à se mélanger, et qu'en 2018, seuls les Hongrois jouaient uniquement dans des équipes composées que de Hongrois. Terminons avec le dernier redécoupage, l'Europe francophone avec 75 millions d'habitants. La France, Monaco, la Romandie, c'est-à-dire la partie francophone de la Suisse, et la Belgique. Toute la Belgique? Ou il faut mettre les Flandres avec les Nordiques peut-être? Eh bien, la réponse se trouve dans la connaissance des langues secondaires en Flandre. 62% des Belges n'ont pas le français comme langue principale. Et 45% des Belges ont le français comme langue seconde. Si on fait le calcul, on se rend compte que 73% des Belges n'ayant pas le français comme langue maternelle parlent quand même le français. Alors que seulement 38% des Belges parlent l'anglais. En Belgique, il y a donc plus de Flamands parlant le français que de Belges parlant l'anglais. Il faut dire qu'en Flandre, l'apprentissage du français est obligatoire dès la 5e année de primaire, soit 2 ans plus tôt que l'anglais. Et même après, ils ont globalement plus d'heures de français que d'anglais. On peut donc plutôt inclure les Flandres à l'Europe francophone plutôt qu'à l'Europe nordique. Avec ces 8 regroupements, on arrive à avoir quelque chose d'un peu près équivalent niveau population, ça ne dépasse pas le facteur 2. C'est pas forcément un découpage qui jouera un très grand rôle sur le plan politique, mais je pense que ça peut être un découpage intéressant sur, par exemple, le plan sportif. Si dans certains sports collectifs des pays ont du mal à être compétitifs, ça peut être intéressant de s'unir et d'envoyer 8 délégations au lieu de 56. Autre exemple, les championnats scandinaves et balkaniques de foot actuels ne sont pas très compétitifs, et à mon avis les pays nordiques et balkaniques auraient beaucoup à gagner à ne faire qu'un seul championnat, ça rehausserait le niveau moyen. Bref, si vous n'êtes pas d'accord avec une analyse ou un redécoupage, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et si jamais l'Europe est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez que je me penche un peu plus sur la question, n'hésitez pas aussi à me le dire. Il est possible que je fasse des vidéos revenant un peu plus en détail sur une région, explicitant ses cultures, ses langues, ses économies et surtout sa géographie.